Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de votre fidélité à cette émission. Ce matin, à cette rubrique, il va être question du Festival international de jazz de Port-au-Prince, la 13e édition. C'est du 19 au 26 janvier 2019. Ils sont nombreux, nos invités, et c'est avec plaisir qu'on les accueille sur le plateau. Milena Sandler-Widmayer, qui est directrice générale de Fondation Haïti Jazz, est avec nous. Bonjour Milena et bienvenue. Bonjour Wendell, merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Monsieur Olivier Zegna-Rata, directeur des relations institutionnelles et internationales du groupe Radio France, est sur le plateau. Bonjour monsieur et bienvenue. Merci, et c'est avec bonheur que je suis à Haïti aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir aussi d'entendre ça. Jesus Lavallée, premier secrétaire de l'ambassade d'Espagne, c'est le pays qui est à l'honneur. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour, merci, buenos días. Ben oui, merci. Et invité à m'accompagner dans le cadre de cette rubrique, mon collaborateur de tous les matins, au Grand Journal du Matin de Métropole, pour People et pour les infos internationales également, Stanley Figaro. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à toutes et à tous. Voilà comment c'est réparti aujourd'hui. Et à la deuxième partie, le président de la Fondation Haïti Jazz aura donc à nous rejoindre. Il s'agit de Joël Widmayer. Sans tarder, on commence d'abord avec Madame Milena Sandler-Widmayer, qui est directrice générale de la Fondation Haïti Jazz du 19 au 26 janvier. Et ça s'annonce choc apparemment. Le festival jazz sera encore en province. D'abord, merci de garder, de tenir le festival. 13 ans après, ça veut dire quoi pour vous? Ah ben, ça veut dire que c'est une réussite et ça veut dire que même si tout est toujours un petit peu compliqué ici, on peut réussir à pérenniser un événement comme celui-là. C'est une bonne nouvelle. Et on n'avait pas peur Bon. Non, si on commence à avoir peur, alors... on ne fera rien. Voilà. Donc nous, on n'a pas peur, on est confiant et on est passionné. Donc on y va. Et qu'est-ce qui fera la différence cette année? Alors plusieurs choses. On est à nouveau en province, comme tu viens de le dire. Cette fois-ci dans 2 provinces, à Jacmel et au Cap-Haïtien. On a un kick-off party ce soir. Ça, c'est une nouvelle et c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait. En termes de nouveautés, on a plus d'ateliers le matin que jamais. On a un programme vert. Le festival est éco-responsable, Pape Jazz Vert. Donc ça, c'est une nouveauté également. On pourra en parler plus en détail après. Et on a surtout un partenariat extraordinaire avec le groupe Radio France cette année pour la première fois. On va faire le tour. Le temps de permettre à Stanley de vous poser des questions. Mais laissez-moi poser la première question au directeur des relations institutionnelles et internationales du groupe Radio France, M. Olivier Zegna-Rata. Qu'est-ce que le groupe vient faire dans le festival? En quoi consiste le travail que vous entendez faire pour votre premier support à ce festival? Oui, enfin, premier support d'une certaine manière, parce que déjà, pour les éditions précédentes, on avait eu une attention particulière et puis une volonté de couvrir. Il y a de toute façon un intérêt, une affection à Radio France pour Haïti, et ceci dans des moments difficiles comme dans les bons moments. Et il faut être présent aussi dans les bons moments. Et ceci en est un. Ça c'est un très bon moment, et donc nous étions à la recherche d'un événement culturel sur lequel puisse se manifester cette proximité, cette amitié. Et celui qui s'est imposé en réalité, quand on a regardé les événements culturels de l'année, je dois dire, c'est Pape Jazz. Pape Jazz, le festival. Et donc du coup, l'idée c'est de donner en fait au festival un rayonnement encore plus grand avec ce qu'on peut apporter, c'est-à-dire la diffusion. Nous sommes présents avec France Inter, qui est la première chaîne
aujourd'hui, on peut dire la première radio de France, particulièrement la première radio à tous les carrefours d'audience, le matin, pour l'information, comme vous, à midi et puis en début de soirée. Et puis nous sommes présents avec France Musique, qui est aujourd'hui la première radio sur la musique classique et le jazz en France. Donc, et France Musique est présent avec 2 émissions qui sont des émissions, j'allais dire, référentes pour la station. Une quotidienne en particulier. Donc c'est déjà dans combien de pays? Alors, Radio France est diffusée sur Internet dans le monde entier. Oui. Et de plus en plus, c'est ça notre audience en réalité. Mais en France... L'audience est mondiale. L'audience est mondiale, oui. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser pour mettre en avant, pousser des événements culturels qui valent le coup. Et celui-là, c'est clair. On va revenir pour d'autres questions. Monsieur Olivier Zegna-Ratta, je rappelle que vous êtes directeur des relations institutionnelles et internationales du groupe Radio France. Le pays qui est à l'honneur cette année, c'est l'Espagne. Et avec nous sur le plateau, Jesus Lavallée, qui est premier secrétaire de l'ambassade d'Espagne. Votre pays est à l'honneur, ça vous dit quoi? Ça veut dire que d'abord, nous sommes vraiment honorés par la décision de la Fondation Haïti Jazz. Je crois que l'Espagne a déjà montré son engagement avec les festivals depuis 2005, avec le début du festival. 2007. Avec le début des festivals, on a participé toujours avec des grands artistes. C'est pour cela que nous devons d'abord remercier à Milena, Joël, Coralie, tous les gens du festival de Pape Jazz, et sa décision de nous offrir être le pays à l'honneur. Et ça veut dire que c'est une opportunité pour découvrir l'Espagne en Haïti et surtout pour découvrir une image complètement différente d'Haïti en Espagne. Merci. Alors Stanley, avant de vous donner l'opportunité de poser des questions à nos invités, je voudrais d'abord vous demander, est-ce que ça vous dit, ou encore est-ce que vous êtes souvent allé regarder, jouir, participer en tant qu'haïtien? J'ai eu l'opportunité de couvrir le Pape Jazz 2 années, je pense 2016-2017, que je suis un habitué, on va dire, du Pape Jazz. Je connais même les coulisses de ce festival et pour moi, je trouve que c'est intéressant par la qualité des musiciens qui y participent et le spectacle aussi qui est offert au public, que ce soit sur la scène Barbancourt, je crois, à l'université Quisqueya, parce que moi j'étais très souvent à l'université Quisqueya, pratiquement toutes les soirées, et je trouvais que c'était intéressant d'apporter le jazz à ce public, majoritairement universitaire, on dira. Et puis il y a les afters aussi, qui sont assez intéressants pour ceux qui n'ont pas l'opportunité d'aller par exemple sur les scènes à Barbancourt, à l'université Quisqueya. Il y a les afters qui sont très intéressants et là j'ai une liste de afters devant moi. Je trouve que c'est très diversifié cette année avec notamment des rendez-vous, je pense à l'Observatoire. Oui. Il y en a ça c'est le reportage, du journaliste People qui a couvert les activités pendant en 2 fois, en 2 occasions. Et là maintenant Stanley, pour la première question à Milena. Oui, eh bien, je trouve qu'il y a de grosses pointures cette année. Cécile McLaurin-Salvant, il y a Terence Blanchard également, il y en a d'autres. Ah oui, il y en a d'autres. Il y a Antonio Serrano, Joe Stone à la clôture. C'est vrai que on essaye chaque année d'avoir des têtes d'affiche parce que avoir un festival de jazz dans la Caraïbe, l'idée c'est d'aller chercher aussi un public international et il faut des têtes d'affiche pour ça. Donc on a ces têtes d'affiche cette année, Émile Parisien également. Donc tous ces gens que je viens de nommer sont des Grammy Awards winners, des Victoires de la musique, Brit Awards. Donc c'est des gens primés, reconnus mondialement et ils sont sur les scènes du Pape Jazz. Oui. Et puis pour une première à ce festival, on va dire du jazz à saveur au Moyen-Orient. Ah, exactement, absolument, tu as bien regardé. On a donc, en fait, cette année aussi une nouveauté, c'est qu'il y a des artistes qui ont choisi de venir au festival, non pas avec une ambassade, mais qui ont trouvé les moyens dans leur pays de venir. C'est le cas de Yogev Chetrit Trio, qui vient de Tel Aviv.
Et donc lui, il a trouvé tous les moyens, il a payé ses billets d'avion, son cachet, etc. Et comme ça, on a Sonny Troupé, également de la Guadeloupe, qui vient de Paris, Denis Lapassion, qui vient de Guyane, et la Suède également, Simbi, avec donc ce groupe de Suédois qui fait de la musique racine haïtienne. Donc voilà, ça pour nous c'est une nouveauté également. Et il faut dire que nos artistes, ils ne sont pas en reste, il y a du Racine Blues également. Il y a du Racine Blues avec Paul Beaubrun qui est arrivé hier soir d'ailleurs. Donc oui, on essaye en fait, pour aller chercher un public plus large, de proposer des artistes locaux aussi en clôture, des scènes. Donc comme ça, on a BIC qui ne font pas nécessairement du jazz, je veux dire. On a BIC, donc Paul Beaubrun, Felicia Ross. Voilà, donc c'est un petit peu diversifié, mais on va rester, et c'est très important pour nous, à 65% jazz. C'est ça qui fait la différence pour nous comme festival de jazz de la Caraïbe, parce que tous les autres, c'est plutôt autre chose que du jazz que dans leur programmation, quoi. Merci Stanley pour cette première série. Et évidemment, vous allez revenir pour d'autres questions aux amis étrangers qui sont avec nous. Mais justement, Milena, l'année dernière, il y a juste un an, on parlait sur le plateau de l'engouement, on faisait état de l'engouement de certains étrangers à venir, pas en tant que musicien, mais en tant qu'amoureux du jazz au festival. Est-ce que l'engouement est le même? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé cette année? Est-ce que les gens ont manifesté le désir de venir en tant qu'amoureux du jazz, pas en tant que musicien? Oui. Alors, on a donc, pour la 3e année consécutive, on a préparé avec nos partenaires touristiques des packages, donc pour aller chercher des touristes qui viendraient pour le festival et découvrir Haïti en même temps. Et tout le monde a travaillé très fort, ainsi que l'association touristique d'Haïti. Malheureusement, il faut le dire, il y a eu beaucoup de réservations au départ quand on a lancé ces packages. Et puis, l'instabilité a fait qu'il y a eu 50% de désistement. Mais on en a quand même. On a quand même une 50aine de touristes. C'est moitié moins que l'année dernière. On espérait doubler, en fait, mais on en a quand même. Vous n'êtes pas responsable. Non. Ces touristes, est-ce qu'ils auront l'opportunité justement de visiter des scènes à Jacmel et au Cap-Haïtien? En fait, il y a plusieurs packages. Je ne les ai pas en tête, mais il y en a où, effectivement, pas nécessairement, ils n'iront pas nécessairement dans le cadre du festival, mais ils iront visiter nos lieux patrimoniaux, donc la Citadelle, Bassin Bleu, etc. Oui. Ce qui fait que ça fait des retombées également pour le pays et pour certaines régions. Ah, beaucoup de retombées, c'est beaucoup de retombées. Quand on a un touriste qui vient, il dépense en moyenne, je crois, on avait fait le calcul, $250 par jour, $300. Donc tout ça, ça va pour le secteur touristique. Sur 7 jours, voilà, $2100 pratiquement par touriste pour l'événement. Je trouve que c'est intéressant. Alors, dites-nous, le gros de l'équipe est estimé à combien? Tu veux dire l'équipe? Tous les musiciens, tous les... je veux dire par là, est-ce que vous comptez accueillir une 50aine de musiciens, une dizaine de groupes musicaux? Oui, alors on a 45 groupes. On a 45 groupes multipliés par 3, 4? Tu veux dire... Ah non, oui, 45 groupes multipliés par 5 en moyenne, à peu près, on dirait à peu près 5 musiciens ou 4 musiciens par groupe. Donc là, c'est parti déjà pour au moins 200 personnes. Oui, tout à fait. Bon, pas tous. Ça, c'est le total du festival. Tout le monde n'est pas international dans ces 45. On parle du festival, justement. Voilà. Oui. On a 550 nuitées donc dans les hôtels à Port-au-Prince et en province. 800 repas, enfin, je veux dire, ce festival représente des retombées économiques quand même assez intéressantes. Assez intéressant. Oui. Oui. Alors, est-ce que M. Olivier Zegna-Rata, directeur des relations institutionnelles et internationales du groupe Radio France, il y a des gens, il y a des proches qui vous ont accompagné en Haïti, il y a des amis qui vous ont exprimé l'intérêt de venir ici en Haïti?
Oui, bien sûr. Déjà, pour venir ici, nous venons avec l'équipe, toutes les équipes des émissions, etc. Donc ça représente déjà un certain mouvement. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est précisément ce que je disais tout à l'heure rapidement, c'est que le festival apparaît comme l'événement culturel sur lequel on pouvait porter le projecteur. Parce que c'était effectivement une raison de venir en Haïti. Et ça, c'est très important aujourd'hui d'avoir, parce que comment dirais-je, l'esprit des touristes, l'esprit des voyageurs aussi, s'accroche comme ça à des événements. Donc c'est à la fois un moment pour faire de la publicité pour le pays, c'est clair, faire connaître aussi, et puis donner envie de venir, de partager. Alors, forcément, au moment du festival ou pas. Ce qui est très bien, c'est qu'un festival comme ça rayonne. D'ailleurs, au-delà même du festival, certaines émissions vont être diffusées plus tard. Il y a les rediffusions, il y a les reprises sur le réseau des médias francophones publics, puisque ce que nous faisons, l'une des émissions, celle de France Inter, la librairie francophone, est aussi diffusée en Suisse, au Canada, en Belgique, enfin dans tout le réseau des médias francophones publics. Partout, ça donne une visibilité qui est une publicité pour le pays, parce qu'en plus, Puisque je parle à un homme de radio et en tant que journaliste, il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Est-ce qu'il y aura des reportages parallèles? Oui, bien sûr, c'est aussi l'idée. L'idée, c'est que, en même temps, puisque nous avons des équipes sur place, le travail qui est fait, mais j'ai particulièrement parlé des émissions, mais il y a aussi, évidemment, dans France Info, une couverture dans le cadre de l'information d'actualité qui pourra être plus forte du fait que des équipes de Radio France sont sur place. Et puis, j'ai cité France Info, mais je pourrais citer aussi FIP, qui est une radio jazz, une radio, enfin, musique du monde, mais avec une composante jazz très importante. Et FIP a toujours été attaché, depuis longtemps attaché au festival. Et tout ce qu'on enregistrera ici sera à disposition de FIP pour nourrir l'antenne aussi. Merci, Monsieur Olivier Zegna Rata. Et sous la vallée, je le rappelle, vous êtes premier secrétaire de l'ambassade d'Espagne, le pays qui est à l'honneur. Est-ce que ça provoque, est-ce que ça suscite de l'intérêt chez les Espagnols qui sont au courant? Est-ce qu'il y en a pas mal qui vont venir aussi, non? Oui, bien sûr. Mais qui sont déjà là. Bon, nous sommes les pays à l'honneur. C'était un défi parce que la programmation du festival est vraiment intéressante et avec un niveau très haut. Et c'est pour cela que les premières choses que nous voulons faire, c'est un grand cadeau à Haïti. C'est pour cela que dans ce programme qui est basé sur des Grammy Awards, nous voulons faire aussi un Grammy Awards, un Grammy Latin Award, qui est Antonio Serrano. Antonio Serrano est l'un des meilleurs harmoniciens du monde. Il vient avec sa bande, une délégation de 100 personnes qui arriveront tout de suite en Haïti. Et je crois qu'Antonio Serrano va offrir aux Haïtiens, au public en général qui vient au festival, un spectacle complètement différent. Parce qu'Antonio a déjà joué avec des grands artistes espagnols, des légendes comme par exemple Paco de Lucía, avec aussi des autres musiciens qu'on a déjà joué au festival Pub Jazz, comme par exemple Chano Domínguez ou Antonio Carmona ou Javier Colina. Et maintenant, il vient pour présenter son spectacle flamenco, qui est un spectacle qui est entre le jazz traditionnel, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un jazz traditionnel, et la musique latino-américaine, et la musique aussi de l'Espagne, comme par exemple le flamenco. Merci. Et Milena, est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle dans la sensibilisation et la motivation aussi? Ah bah, absolument. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un programme vert cette année. On cherche à moins polluer et donc à être plus respectueux de l'environnement. Et dans ce cadre-là, on a coupé en deux toute notre communication imprimée pour remettre donc l'effort sur les réseaux sociaux et pour aller chercher aussi, bien sûr, une
population plus jeune de festivaliers. Donc, on est très présent sur les réseaux sociaux. Avec chaque artiste a fait un petit selfie vidéo qui est en train d'être posté sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Et notamment, on vient d'en recevoir celui de Ray Lema et de Laurent de Wild. Donc, Laurent de Wild est déjà venu, il y a 3 ans, invité par l'Institut français et l'ambassade de France. Et Ray Lema, congolais, pianiste extraordinaire. Oui. Non, je ne peux que dire la même chose, parce qu'il se trouve que Ray Lema et Laurent de Wild, on dit, Laurent de Wild, c'est un couple de jazzmen franco-congolais. Et il se trouve que, bon, vous savez, Radio France est installée dans une maison qui s'appelle la Maison de la Radio, qui est historique. On est en train de la transformer, de la rénover, il le fallait. Et donc on a fermé un des studios mythiques qui s'appelle le studio 105 pour le refaire complètement. Et lors de la fermeture de ce studio mythique qui a été intervenu il y a 15 jours environ, oui c'est ça, on a fait un concert de tous ceux qui avaient brillé dans ce studio, et c'était un peu une concert fête, en même temps qu'on allait le détruire pour le refaire, mais le détruire quand même. Donc Ray Lema et Laurent de Wild étaient là, et ils nous ont donné une sorte d'aperçu, d'avant-goût, d'apéritif de ce qu'ils allaient faire ici, ce qui a donné d'ailleurs l'occasion de faire déjà à l'antenne la promotion du Pape Jazz, puisqu'on a dit qu'ils allaient se produire ensemble ici. Voilà, sur la scène du Triomphe, notamment. Avant Stanley, je ne sais pas s'il a déjà une question, je voudrais vous demander comment les artistes participent au festival. Vous les invitez ou ils s'invitent eux-mêmes? Alors, on a de plus en plus d'artistes qui font la demande de participer au festival. Ça veut dire qu'on a un vrai rayonnement aujourd'hui. Mais on a donc un comité d'organisation du festival qui se réunit, qui est composé des ambassades partenaires, du ministère de la Culture, Tourisme et puis de la BRH. Et donc ensemble, en réunion, on commence les réunions du festival à partir du mois de mars, je crois. On fait un post-mortem en février et puis on recommence à travailler en mars-avril. Et à ce moment-là, chaque ambassade, on discute ensemble de qui pourrait participer, qui fonctionnerait bien dans le festival. Donc en général, c'est quand même nous qui allons à la demande, qui faisons des demandes aux artistes, mais c'est vrai qu'il y en a certains, c'est le cas de Joe Stone, dont je parlais tout à l'heure, qui sera à la clôture sur la scène Heineken, le 26. Joe Stone, artiste mondialement connu, nous a envoyé un mail pour dire que, enfin pas elle, son agent bien sûr, pour dire que dans le cadre de sa tournée mondiale, elle aimerait participer à notre festival. C'est assez incroyable. Non, pas incroyable. Pour nous, ça nous paraît... Il faut dire que le festival, il a un côté écologique, mais également un côté social. Je pense qu'il y a une partie des billets qui sera reversée à la chorale de Quatre-Pressoirs. En fait, $1 par billet vendu. Les billets coûtent $35 par concert. Il y a 4 concerts, il y a un Pape Pass, enfin j'en profite pour le dire, à $120, donc on fait une économie de $20. Et oui, $1 par billet vendu sera reversé au Collège Quatre-Pressoirs pour le programme musique et jazz, parce qu'ils ont un programme jazz également. Ça sera la 3e année consécutive qu'on a ce partenariat avec le Collège Quatre-Pressoirs. Ils seront notamment à la scène découverte, à Focal, donc avec leur formation jazz. Et c'est vraiment une école d'excellence en général, un collège d'excellence, et on veut les encourager dans leur travail, oui. Donc tu parlais du social, oui, absolument. Et je crois qu'aussi, les ateliers du matin et le fait qu'on soit à 70% gratuit, le festival est quand même à 70% gratuit, je crois que c'est un vrai... un travail que nous faisons à ce niveau-là aussi, quoi. Et je pense qu'il faut féliciter quand même l'entreprise parce que c'est un très bel exemple de partenariat public-privé.
absolument. Avec le ministère de la culture, du tourisme. Ça fait, oui, ça a commencé comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une vraie entente, des échanges. Et oui, en plus, on a ce partenariat avec la communauté internationale. Et je crois qu'on réussit bien dans ce sens-là. On montre un exemple qui est à suivre. Et il n'y aura pas uniquement de la musique. On prévoit des conférences aussi? Oui, absolument. Alors, il y a donc une conférence sur le verre. Je continue, moi, c'est mon dada. Oui. Une conférence voilà, donnée par un directeur de festival belge qui a un festival totalement éco-responsable. Donc, avec notre partenaire Wallonie-Bruxelles International, on fait venir ce directeur de festival qui va donner une conférence à l'université Quisqueya le vendredi 25 à 10h. Et dans cette conférence, il va nous donner des indications de comment faire mieux en tant que festival. Donc ça ne s'adresse pas nécessairement seulement à nous, ça s'adresse et on invite tous les directeurs de festivals en Haïti, le comité du carnaval, les fêtes champêtres, pour savoir comment être soucieux de l'environnement, voilà. Donc il y a ça, il y a Laurent de Wilde qui va donner une conférence également, et là j'ai pas en tête le jour exactement, ça doit être peut-être le vendredi aussi ou le jeudi, le jeudi matin je crois, également à l'université Quisqueya, sur Thelonious Monk. Et puis nous avons, oui je crois que c'est, et on a une projection de film également à Focal le mercredi 23 à 5h. Et c'est un documentaire qui s'appelle La Martinique, seconde patrie du compas. Parce qu'en fait, tu l'as vu ce film? Oui, je l'ai vu. Oui, tu l'as vu. Voilà, c'est quelque chose qui est fait avec des Haïtiens et des Martiniquais et qui veut montrer à quel point le compas a joué un rôle très important dans la musique en Martinique. Voilà, et donc on invite les ténors du compas à venir visionner ce film. Je ne me rappelle pas avoir parlé des afters. Il y en aura ou il n'y en aura pas? Ah ben il y en a comme chaque année, hein, absolument. Oui, on sera comme toujours au Quartier Latin, donc 3 soirs au Quartier Latin, au Café 36, à l'Observatoire pour la première fois, à Pizza Garden et à la Réserve. Donc chaque soir, il y a des concerts en parallèle donc, qui se font et avec des artistes haïtiens. Pour les citer de tête, c'est un peu difficile. Choumi. Je pense qu'il y aura Fatima. Fatima, absolument. Alexa Chérélus. Jazz and Family. Tu veux m'aider, s'il te plaît? Nina voilà. Aussi, Béatrice Quebro, Quartier Latin. C'est ça. Oui, je crois que c'est à peu près ça. Ok. Et Robinson Decius, qui est un guitariste vraiment à découvrir. Peut-être que vous aurez la possibilité de placer le dernier mot, puisque vous allez devoir partir dans un instant, et c'est Joël qui aura à vous remplacer. Mais avant, Monsieur Rata, un petit commentaire sur Haïti vu de l'extérieur aujourd'hui. C'est difficile. Objectif. C'est difficile. C'est un pays qui est bourré de contradictions. Qui est plein de, comme tous les pays dont l'histoire est riche et dont l'avenir est grand. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire. C'est un pays dont le potentiel est toujours formidable. On le voit pour la création, on le voit à travers la musique. Et là, c'est très important que ce soit une bonne porte d'entrée, justement, sur cette créativité, sur ce potentiel, sur cette imagination et cette liberté qui existe à Haïti dans la pensée et dans la création culturelle. Bon. Ça, c'est formidable, c'est presque même une leçon pour plein d'autres pays endormis. Mais en même temps, tout ce qui bouillonne est contradictoire. Donc, il y a aussi des contradictions, il y a aussi des difficultés. Mais enfin, quel pays n'en connaît pas?
Et de ce point de vue, je dirais que la France est aujourd'hui un peu éprouvée. Voilà. Je vais demander quelque chose à M. Zignaratin. Est-ce qu'au moins il a déjà goûté à notre griot? Oui, hier. En fait, la question que j'allais vous poser, et avec toutes ces contradictions, et quand vous êtes arrivé en Haïti, quand vous avez mis les pieds à terre en Haïti, qu'est-ce qui a, enfin, j'allais dire, qu'est-ce qui vous a choqué le plus? Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention une fois arrivé en Haïti? J'ai beaucoup de peine à répondre à cette question. Il y a plein de choses. Bon, je voyage beaucoup du fait de mes fonctions. Donc, dans chaque pays, c'est vrai que le premier rapport, moi, je dois dire que j'ai eu un sentiment justement de très bonne organisation. Mais, en Haïti? Oui, et je sais que je vais vous surprendre, ou peut-être vous étonner, ou peut-être pas dire ce que vous attendiez. Non. Mais c'est ce que j'ai eu comme pose la sentiment, question. Je suis arrivé, tout s'est déroulé très très facilement, et tout était parfaitement organisé. Alors c'est dû sans doute au travail de Pop Jazz et de Milena, mais pas seulement. Je crois qu'il faut que quelque chose existe pour que ce soit possible de faire les choses aussi bien. Il faut que les hommes soient là, il faut que les personnes ressources soient disponibles. Donc je crois que tout ça, ça existe. On n'est pas obligé d'être journaliste pour être à ce poste, mais vous êtes journaliste. Oui, aussi. Aussi. Bon, merci infiniment. Et une question maintenant à notre ami qui va permettre au drapeau espagnol de flotter dans les festivals. Et ça vous fait déjà des années en Haïti? Moi 2 ans. 2 ans. Presque 2 ans. Presque 2 ans en Haïti. Un beau pays, Haïti. Oui, bien sûr. Il fait bon, il fait pas froid, il ne fait pas trop chaud. Il est un pays vraiment très intéressant. Et au point de vue culturel, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous, monsieur, qui êtes étranger, c'est la fin, mesdames et messieurs, de la première partie de la rubrique Le Point. On va revenir dans un instant, mais juste avant, le dernier mot de Milena. Moi, j'aimerais remercier nos partenaires parce que c'est très important. Je sais que vous n'allez pas laisser passer cette occasion. Absolument. Mais sans partenaires, on n'a pas de festival. Oui. Donc, voilà. Donc, je vais les nommer. Bien sûr, Heineken. Cette année, nous sommes donc sous l'égide d'Heineken pour la Brana, le Rhum Barbancourt qui est avec nous aussi depuis le début, la Sogebank, Air Caraïbes, grâce à qui une bonne partie de nos musiciens arrivent et vont continuer à arriver, Delta pour la même chose, le Caribé Hotel qui abrite une bonne partie du festival, mais également l'Hôtel Montana et le Marriott, et IC, Radio Télé Métropole, Haitian Times et Affiche-toi. Et bien sûr, toutes nos ambassades partenaires, l'université Quisqueya également, Focal, la francophonie, et JPHRO et USAID cette année. Voilà. Merci Milena. Je peux vous souhaiter bonne chance? Absolument, tu peux nous souhaiter bonne chance. Et puis succès, surtout, je peux dire succès continu aussi. Exactement. Puisque nous sommes à notre 13e édition, c'est déjà du chemin parcouru. Ah bah oui, c'est du chemin, c'est de l'expérience qu'on acquiert chaque année un peu plus. Et on essaye de faire mieux. Ce chiffre 13 apportera bonheur. Absolument. Merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Joël Widmayer, président de la Fondation Haïti Jazz, aura à nous rejoindre sur le plateau. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est la rubrique Le Point de Métropole qui est chez vous. Et ce matin, il est question de jazz, du Festival international de jazz, avec nos invités. Joël Widmayer, président de la Fondation Haïti Jazz, qui nous rejoint. Olivier Zignaratin, directeur des relations institutionnelles et internationales du groupe Radio France. Et Sous Lavalée, premier secrétaire de l'ambassade d'Espagne, le pays qui est à l'honneur cette année. Et Stanley Figaro, qui est avec nous ce matin. Et pour cette 13e édition,
plus d'une quarantaine de groupes du monde entier sont programmés, parmi lesquels on notera une très belle participation d'Haïti avec des artistes locaux et de la diaspora comme BIC, Paul Beaubrun, Félicia Rose, Acoustique, Claude Carré, la jeune Fatima. Comment on s'est fait pour agencer tout ça? Joël Widmaya, bonjour. Bonjour Madeleine, bonjour tout le monde. Pour agencer tout ça, c'est 7 mois. 7 mois de travail, 7 mois d'organiser, de penser avec le concept de ce festival, S'Esprit Festival, qui ont choisi pour la programmation, évidemment, par toute la partie logistique, toute la partie organisationnelle, vraiment. Mais la partie programmation, c'est déjà très important parce que c'est la programmation qui donne, c'est ce qu'on retient au festival, c'est la programmation, c'est les artistes, c'est la musique. Et donc, faire le choix des artistes, déjà, avec les ambassades, comme Mylène a dit tout à l'heure, on travaille sur la programmation ensemble. Et c'est ça que c'est intéressant, c'est très excitant de faire ça. Et quand Jesus m'a dit que c'était OK pour Antonio Serrano, bon, j'étais ravi, j'étais très heureux parce que j'adore. Oui, parce que ça a été une proposition de Joël. Antonio Serrano, c'était une proposition de Joël, et finalement, voilà. Ouais. Merci l'Espagne. Donc là, c'est une partie de la question, une partie des réponses. Si je mets de côté celle que Milena m'avait communiquée quand je lui demandais tout à l'heure, est-ce que les artistes s'invitent ou bien est-ce que c'est vous du festival qui invitez? Si, des fois, comme elle a dit tout à l'heure, des artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui fait pas mal de demandes quand même de participation au festival. Et très souvent, c'est nous qui avons choisi les artistes en collaboration avec les ambassades. Et des fois, on dit, bon, tu suis là, peut-être ça ne marchera pas, les gens ne vont pas trop aimer. Bon, c'est comme ça qu'on monte la programmation parce qu'on connaît notre public, on connaît bien notre public ici, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas trop. Et aussi, on veut leur apprendre autre chose aussi. Oui, mais il y a un va-et-vient aussi de certains artistes. Il y en a qui étaient là et qui reviennent. On évite c'est le cas de Cécile McLohan-Salvant? Non, c'est la première fois, la première participation au Pub Jazz. Et les gens en Haïti déjà, mais au Pub Jazz, c'est la première. Loin de Will, oui, peut-être. Oui. Loin de Will, oui. C'est la deuxième participation. Et Claude Carré a déjà participé aussi. Il y a pas mal d'autres artistes qui ont déjà participé. Mais on évite de répéter les mêmes artistes. Bon, après 3-4 ans, on peut avoir un artiste qui revient. Mais il y a beaucoup de festivals dans le monde, je vois qu'ils reviennent beaucoup avec les mêmes artistes qui reviennent tout le temps. Je trouve qu'il y en a tellement, il faut donner la place aux autres que participer à un festival. Est-ce que ça vous arrive de dire non à des artistes? Par exemple, vous avez, en leur disant par exemple qu'ils ont pris trop tard, ça vous arrive? Oui, ça arrive très souvent. Oui. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Surtout si les jeunes artistes, les jeunes artistes ici, ils font la demande relativement tôt, mais il y en a d'autres qui ne savent pas, et puis à la dernière minute, j'aimerais participer au festival. Mais voilà, il est trop tard, on a déjà tout organisé, parce qu'il faut faire imprimer tout ça. Il faut être très, très à l'avance, ça prend du temps pour l'impression et tout, pour tout organiser, pour monter toute la programmation. C'est quand même 45 concerts. Le festival, c'est 45 concerts, c'est 200 musiciens, donc c'est pas facile à faire le montage de tout ça dans le bon ordre, parce qu'il faut balancer la programmation, parce que ça puisse plaire à tout le monde. Sur un plateau, un soir, il faut avoir du jazz un peu plus facile, du jazz vraiment assez, quand même, je dis, assez élevé, et aussi une musique facile pour tout le monde. Donc, on essaie de garder la programmation très variée, même dans le jazz, très variée. Le petit festival est à 65% jazz, et le reste, c'est toute la musique haïtienne, évidemment, est représentée, et quelque chose de musique aussi, on l'intègre au festival, mais de la bonne musique. Pour cette 13e édition, il y aura de la soul, il y aura du racine blues. Il y a vraiment, je crois que c'est une édition qui est très, très, très variée. Et il y a pour tous les goûts. Une soirée, la personne, ça c'est une soirée, il va 3 concerts, 45 minutes, et 3 fois. Et il vraiment ne s'ennuie pas. Donc, c'est comme écouter la radio, regarder la télé, le truc passe, il y a différents. Il y a un auditeur qui voulait savoir ce que vous prévoyez au cas où il y aura de la pluie. Par exemple, dans le concert de Caribé, est-ce que les musiciens vont jouer à l'intérieur ou à l'extérieur? Ça sera à l'extérieur, comme d'habitude, et on préfère à l'extérieur, évidemment. Et s'il pleut, je crois qu'on va prévoir avoir des tentes pour les festivals les plus réfugiés. Mais dans tous les festivals dans le monde, partout dans le monde, quand il pleut, il pleut. Et quand on a pu se mettre de la partie, on ne peut rien faire. Mais il ne va pas pleuvoir, Wendell. Il n'est pas question. Alors, dites-nous, monsieur Zegna Rata, est-ce qu'il y aura du direct? Non, enfin, ou bien il y aura des reportages après du direct pour plein de raisons, enfin techniques ou plutôt d'ailleurs éditoriales. Le décalage aussi.
et puis aussi pour le décalage. Alors la raison technique, c'est celle-là, vous voyez, éditorial en même temps, c'est le décalage. Parce que autant diffuser aux horaires où il y a le plus d'écoute, autant le mettre dans des émissions qui sont exactement adaptées et où le public du jazz a l'habitude de venir. Donc tous ces choix nous conduisaient à ne pas faire de direct. Mais bon, enfin, pour nous, enfin, il y a quelque chose, un charme particulier au direct, c'est évident. Mais quand il arrive à un moment où les gens ne sont pas du tout préparés, ou ont autre chose à faire, ne peuvent pas se consacrer à l'écoute d'un concert, ils tombent un peu à plat. Donc c'est pas la peine. Ouais. En revanche, si on fait quand on retransmet un concert qui s'est passé le jour même, ou qu'on en présente de larges extraits, en l'occurrence, qui ont été en plus montés, donc avec les temps morts qui disparaissent parce qu'on peut les resserrer. Honnêtement, on offre un spectacle entre guillemets de meilleure qualité et un accès encore plus privilégié à la scène du festival. Donc ça, alors sur ce point du direct, c'est un point qui est important, mais de notre point de vue, et bon, au sein de Radio France, et sans vouloir faire la promotion de la maison, mais juste par expérience, on a 400 concerts par an qui sont retransmis. Alors, soit c'est plus qu'un par jour, et alors c'est soit au sein de la maison, soit dans des festivals. Donc ça représente quand même beaucoup. 400. Oui, et dont une centaine sont proposés en même temps à l'Union européenne de radio-télévision, c'est-à-dire qu'ils peuvent être repris par toutes les radios européennes, membres de l'UER, c'est-à-dire la radio publique. Ça représente un gros effort. Sur tout ce nombre de concerts, il y en a seulement une dizaine qui font l'objet d'une diffusion en direct, parce qu'en réalité, les radios partenaires ne sont pas intéressés par une radiodiffusion en direct, sauf si c'est un événement, j'allais dire, incontournable majeur, et dont on sait qu'il est forcément ce jour-là, à cette heure-là. Par exemple, je ne sais pas, le concert du 14 juillet ou celui du 1er janvier, alors là, oui, on fait oui. Mais sinon, le meilleur accès, c'est celui qu'on peut aménager et éditorialiser dans une émission spécifique où les gens savent qu'ils vont entendre cette musique. Merci. En termes de... Je ne sais pas si Stanley veut enchaîner avec sa série. Oui, effectivement, je voulais poser une question à Joël, lui demander en termes de médias internationaux, lesquels seront présents pour ce festival. Il y a Radio-Canada avec CNDP1 qui sera là, CKUT FM du Canada aussi, il y a un partenaire de Fox News qui sera là aussi. Il y a, ça s'appelle encore, je ne sais tous les noms là. Métropole. Il y a des influenceurs, 3 influenceurs très importants. Afropop, c'est un truc en ligne, worldwide. On a aussi, qui est encore, Asian Time qui sera là aussi. Bon, ils sont à Miami, mais bon, voilà. Oui, c'est quand même beaucoup. Apparemment, il y a un partenariat avec Trace TV aussi. Trace TV, oui, voilà, je n'ai pas oublié. Trace TV sera pas en direct, visiblement. Comme Radio France, ils ont fait des diffusions, ils ont passé des émissions après, en différé. En termes de choix musical, quelle est la place du jazz dans les cœurs des Espagnols? Bon, dans les cœurs des Espagnols, je crois que nous aimons bien le jazz, mais un jazz qui est mélangé avec quelques autres musiques. L'autre jour, je parlais avec Joël et je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un jazz traditionnel. Je ne crois pas. Il n'y a pas un jazz traditionnel. En Espagne, c'est un jazz qui est mélangé avec le flamenco, avec la musique latino-américaine, etc. Antonio Serrano, mais aussi Javier Colina, qui a joué à Pub Jazz l'année dernière, Chano Dominguez, ce sont des représentants du jazz espagnol, qui, comme je viens de dire, est mélangé avec d'autres musiques. Une question, au point de vue des médias, comme je viens de dire au début de l'émission, nous travaillons ensemble, le ministère des Affaires étrangères en Espagne et aussi l'ambassade d'Haïti à Madrid, pour faire une diffusion de festival en Espagne aussi. C'est-à-dire pour donner une image complètement différente d'Haïti en Espagne. Et je crois qu'on va réussir. C'est intéressant quand même comme annonce. Et Sus Maria, est-ce qu'il y a des invitations spéciales qui sont faites aux ressortissants espagnols ici en Haïti à participer au Pub Jazz? La communauté espagnole est toujours invitée à participer à tous les événements qui fait l'ambassade. Et bien sûr, Pub Jazz, je crois que
plusieurs d'entre eux seront demain aux Caraïbes et aussi le mardi à l'Institut français pour voir Antonio Serrano, mais pas seulement Antonio Serrano, tous les concerts. Je sais que toute la communauté espagnole est bien intéressée aux événements culturels haïtiens, spécialement au Pape Jazz. Il y a beaucoup d'Espagnols ici? Il y a plusieurs, il y a presque 150 personnes qui habitent ici en Haïti. Mais il y a plusieurs Espagnols qui viennent temporairement en Haïti. Est-ce qu'il y a un projet, Joël Widmayer, en fait, j'allais dire pour internationaliser le festival, mais ce n'est pas exactement ça, pour organiser le festival à l'étranger? Est-ce qu'il y a un projet de ce genre? Ça serait plus le Festival international du jazz au Port-au-Prince. Bon, non, pas vraiment. Par contre, dans les provinces, grâce aux ambassades, au support des ambassades, il y aura des concerts au Cap-Haïtien et à Jacmel, avec l'ambassade de Suisse et l'ambassade de France. Mais organiser le festival à l'étranger, c'est pas difficile. On n'enlèvera pas au Prince, tout simplement. On dira le festival. Chaque ville et chaque pays, chaque ville surtout, ils ont leur festival et ça serait bien d'amener les artistes haïtiens là-bas, oui. Par exemple, un festival en Espagne, ce serait bien de choisir le festival en Espagne qui puisse accueillir le groupe de jazz haïtien, du créole jazz en Espagne. 13 ans après avoir pris cette initiative, Joël Widmayer, est-ce que le jazz a cessé d'être perçu comme un style de musique d'élite? Oui, quand même, c'était un grand défi pour nous de faire ça. Mais partout aussi dans le monde, il faut le dire que le jazz est toujours considéré comme une musique d'élite, comme une musique assez spéciale. C'est pas seulement en Haïti, c'est un peu partout dans le monde. Mais c'est un grand défi pour nous. Effectivement, aujourd'hui, on a démystifié, c'est le mot que j'utilise, c'est démystifier le jazz, parce qu'avant c'était du jazz, et puis genre personne, c'est pas pour moi. Jusqu'à présent, on a peut-être encore ce sentiment, mais ça a énormément changé, et ça va changer encore après, dans quelques années encore, ça sera beaucoup mieux. Et aujourd'hui, tout le monde écoute du jazz, donc tu vas dans les restaurants, à Port-au-Prince, il y a un petit groupe qui joue du jazz, et ça n'existait pas il y a 10 ans de ça. Et il y a pas mal de jeunes qui jouent du jazz. Maintenant, on a une scène jazz. Donc le jazz a déjà conquis les cœurs des jeunes. Parce que, écoutez, il suffit de regarder les reportages sur les précédentes éditions et on verra presque toutes les salles sont bondées de gens, sont remplies de gens qui font le déplacement pour aller danser, chanter et applaudir les artistes. Absolument. Il y a pas mal, vraiment, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au jazz aujourd'hui, c'est tant mieux. Je pense que c'était aussi assez audacieux de proposer une scène sur la place Boyer. Et on voit, il y a toujours beaucoup de gens à faire le déplacement. Le festival est vraiment ouvert à tout le monde, tout public. Il y a pour tout le monde et c'est à tout public, c'est ouvert à tout public. Donc ce qui est important pour nous, on veut le garder comme ça. Et à votre avis, ce n'est pas par snobisme seulement que les gens y vont? Non, ils vont parce qu'ils ont envie d'écouter de la musique. Absolument, oui. Vous avez fait... On parlait du direct et d'enregistrement. Je voulais juste souligner qu'il était possible pour tout le monde d'aller assister aux émissions de Radio France qui sont tournées et enregistrées ici à Port-au-Prince, notamment la librairie francophone, donc Banzai et Couleurs du Monde, qui sont toutes les trois des émissions, j'allais dire iconiques, et qui sont enregistrées là à l'Institut français. Donc voilà, tout un chacun peut aller écouter, assister à l'enregistrement. Alors, merci. Milena avait rappelé il y a quelques instants que les billets de participation sont fixés en fait, les prix sont fixés à 35 $. $. Et à 35 $, on peut assister à 3 concerts pour au prix de 35 $. Et ça, c'est au Caribé, le 19, le 20, la scène Heineken et la scène Air Caraïbes. Et ensuite, au Triomphe, c'est le jeudi. Et ensuite, la clôture, évidemment. Et on a 4 scènes payantes. Le festival, 35 $, et chaque fois, il y a 3 concerts. Et les autres sont gratuits? Gratuits. Tout le reste du festival est gratuit. Dernier mot avec... vous avez une dernière question, Stanley? Non, c'était juste pour souligner peut-être la soirée clôture avec un groupe dont on n'a pas parlé vraiment aujourd'hui, c'est le groupe d'Amencourt. Qui fait un malheur déjà là-bas. Et en France, et moi que j'adore ce groupe-là, c'est un mélange de pop, de funk, de jazz, et avec une énergie extraordinaire, ce batteur-là qui est considéré parmi les meilleurs en France aujourd'hui. Damien Schmitt est extraordinaire. On a une clôture, vraiment une clôture très... Comme je dis, tu mets tes baskets et ton t-shirt et tu viens vraiment bouger au festival. Ça va être la fête. Heureusement, on a pu monter la programmation comme ça. On voulait que la clôture soit un peu comme ça.
Très bien, très bien, très bien. Le jour, ce sera... Tu viens avec tes baskets Ah oui, je vais regarder chez moi pour voir si j'en ai. Et donc, ce sera le 26. Hein? Oui, la clôture, c'est le 26 au Caribé sur la scène Heineken. Heineken. Merci, Joël. Un dernier mot, monsieur le secrétaire de l'ambassade. Oui. C'est le premier secrétaire de l'ambassade. Je vais remercier à nouveau à la Fondation Haïti Jazz. Je vais féliciter à la Fondation Haïti Jazz et à tous les partenaires qui ont préparé le festival. Ils ont travaillé beaucoup. Nous avons travaillé beaucoup. Ouais. Et je vais inviter à tous les Haïtiens, à tous les gens qui sont ici à Port-au-Prince pour le festival de jazz, pour aller au concert, mais spécialement bien sûr au concert d'Antonio Serrano, qui va être l'ambassadeur d'Espagne en Haïti pendant le festival de jazz, et aussi qui sera après l'ambassadeur d'Haïti en Espagne. Oui, pour parler d'Haïti. Mais c'est une chance qu'on a vraiment, c'est une chance qu'on a eu d'avoir Antonio Serrano. Il ne faut pas rater ce concert parce qu'on, bon, c'est pas souvent on peut voir M. Antonio Serrano. Il est partout dans le monde et il était libre à cette date pour capable de venir au festival. Il ne faut pas rater vraiment ce concert. Il sera là dans tous les festivals ou bien il y a un jour spécial où il doit évoluer? Il a 2 jours, il joue en 2 fois à l'ouverture évidemment, puis à l'honneur à l'ouverture au Caribé. Et l'ouverture c'est demain? Oui, c'est demain. Ouais. Et aussi il sera à l'Institut français. Il sera à l'Institut. Et bien sûr, Wendell, je dois remercier aussi Antonio Serrano parce qu'il nous a facilité toutes les choses pour venir en Haïti. Oh, c'est-à-dire qu'il a accepté de faire les frais, tout ça? Oui, bien sûr. Il a adapté son agenda pour venir en Haïti. Ça fait plaisir. Vous lui dites merci de notre part. Oui, bien sûr. D'accord. Le dernier mot, monsieur Olivier Zegna Rata. Le dernier mot? Mais c'est pas un dernier mot, ça n'a pas commencé. Donc c'est un mot d'ouverture, c'est un mot de lancement. Il faut. Non, pour nous c'est très important. Pour Radio France, c'est très important qu'on soit partenaire. On est très heureux d'être partenaire cette année. Merci Radio France. On souhaite que ça va. C'est un partenariat qui va durer, que ça va. Oui, donc c'est cette année, mais quand je dis cette année, il faut que ce soit sur plusieurs années. On peut nourrir des tas de projets. Joël? Dernier mot, on vous attend. On attend tout le monde à cette 13e édition du Pape Jazz. Venez nous supporter, venez supporter le jazz, venez supporter ce festival qui est quand même, je crois, l'événement musical après le carnaval qui est quand même très important. Et 75% gratuit quand même, 25 gratuit. Et la musique, de la très bonne musique, on a choisi vraiment, on a fait le choix de très bons artistes et passer un bon moment à ce festival. Donc on attend tout le monde. Alors, je n'ai pas envie de demander à Stanley de me dire un dernier mot parce que je crains qu'il me dise « Ah, écoutez, Wendell, pour le festival du 1926, vous allez devoir me libérer tous les matins pour ne pas venir au journal. » Donc, il va falloir le libérer. Non, mais je sais quand même... Est-ce que ça jazz sur Métropole? Ça jazz, oui. On a toujours les coulisses du festival. On a toujours les coulisses du festival et une capsule qui va passer sur Métropole, en fait le jour après, de 10 minutes, qui va raconter ce qui s'est passé la veille sur la scène du festival. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, soyez branchés. Merci à chacun de vous. Merci d'avoir accepté d'être avec nous à Métropole ce matin sur ce plateau. Je vous souhaite bon jazz, bon festival. Alors, je vous souhaite bon festival et merci infiniment. Bon week-end. Je rappelle sans tarder que ça commence demain et pour prendre fin le 26, l'un des mouvements parmi les plus importants en Haïti en termes de festival, en termes de musique. Pape Jazz, Festival international de jazz de Port-au-Prince, une 40aine de groupes musicaux effectuent le déplacement pour venir mettre l'ambiance, créer de l'animation à Port-au-Prince et en province. Merci d'avoir choisi Métropole, madame, monsieur. Passez une excellente journée et surtout un bon week-end avec nous et à lundi. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.